Bienvenue sur ma vidéo. Avant de plonger dans l'action, prenez juste une seconde pour faire quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Ça ne prend qu'un instant, et ça m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Allez, on compte sur vous. Pendant ce temps, en Corée, le père de Jin-ho dormait à son bureau. Lorsqu'il se réveilla, une douleur aiguë lui transperça la tête. Son assistant lui expliqua qu'il avait dormi presque toute la journée et qu'il avait failli l'emmener à l'hôpital. Il lui remit ensuite un rapport concernant un patient récemment réveillé d'un coma prolongé, la mère de Jin-woo. En lisant ces lignes, le père de Jin-ho resta pensif. Se pourrait-il que Jin-woo ait réellement le pouvoir de guérir les maladies? De retour au Japon, la main géante du monstre saisit Orloff et l'avala vivant. L'armée réagit immédiatement. Les chars ouvrirent le feu, et des hélicoptères de combat lancèrent une pluie de missiles. Mais malgré la puissance de feu déployée, les géants continuaient d'avancer. Sur le champ de bataille, Sugimoto ordonna à ses hommes de passer à l'attaque directe. Tawatada et Oshino bondirent dans les airs, leurs armes prêtes à trancher, mais les monstres ripostèrent aussitôt. Le choc des lames colossales les projeta violemment au sol. La bataille fut retransmise en direct dans tout le Japon et les pays voisins. Chez lui, Jin-woo suivait la scène d'un regard sombre. Ces images lui rappelaient terriblement le raid de l'île Jeju. Il craignait que si la situation persistait, toute l'Asie soit bientôt plongée dans le chaos. À ce moment, Gina entra dans la pièce. Le visage encore marqué par le traumatisme de l'évasion du donjon à son école, elle supplia son frère de ne pas partir. Jin-woo posa doucement la main sur sa tête et lui promit qu'il ne partirait pas, l'encourageant à ne pas s'inquiéter. Plus tard, il sortit prendre l'air. Dans le parc, il discuta avec Beru au sujet de Gina. Ce dernier le rassura, il ne s'était rien passé d'anormal. Elle avait simplement dormi toute la journée. Cependant, Jin-woo ne pouvait ignorer le traumatisme persistant de sa sœur Gina. Cette douleur muette, tapie dans ses yeux, le laissait désemparé. Il ignorait comment l'aider, comment apaiser cette peur ancrée depuis l'incident de son école. Alors qu'il quittait le parc, une voiture s'arrêta brusquement à sa hauteur. Intrigué, Jin-woo monta à bord et fut conduit directement au bureau de Gen, où il retrouva Han Jin-ho et son père. Sans un mot, Myung-han lui tendit un chèque. Son regard était grave, presque suppliant. Il expliqua qu'il n'avait jamais cru que tout pouvait s'acheter avec de l'argent, mais il espérait que Jin-woo comprendrait la sincérité de sa démarche. Calmement, Jin-woo demanda ce qu'il attendait de lui. D'une voix lourde, Myung-han avoua qu'il souffrait de la même maladie que la mère de Jin-woo. Ce dernier resta figé, choqué. Il demanda si Jin-ho était au courant. Mais Myung-han répondit que seule sa femme et sa secrétaire savaient la vérité. Il ajouta qu'il avait appris la guérison miraculeuse de la mère de Jin-woo et qu'il voulait, désespérément, la même chance. Mais Jin-woo resta silencieux un instant, avant de répondre avec fermeté. Il ne pouvait rien faire. Quand Myung-han insista, lui demandant comment sa mère avait été sauvée, Jin-woo répondit froidement que s'il détenait une telle connaissance, il n'aurait aucune raison de la garder secrète. Puis, sans un mot de plus, il quitta le bureau. Sur le chemin du retour, son esprit était en ébullition. Était-ce la vérité ou un stratagème de Myung-han? Était-il vraiment malade ou cherchait-il simplement à l'utiliser? Jin-woo savait une chose, l'eau bénite de la vie était rare et chaque goutte devait être employée avec sagesse. Pendant ce temps, à Tokyo, la situation empirait. 2 jours s'étaient écoulés depuis le début de la bataille contre les monstres géants. La capitale japonaise n'était plus qu'un champ de ruines, des bâtiments effondrés, des rues réduites en poussière. Et au milieu de ce chaos, un géant colossal se tenait immobile, tel un gardien démoniaque veillant sur la porte du désastre. Pendant ce temps, à Séoul, au sein de la guilde Jin, Jin-ho a pris la décision de Jin-woo de partir pour le Japon. Il resta sans voix. Horrifié, il le supplia de ne pas y aller, expliquant que ces monstres étaient d'une ampleur sans précédent, bien plus redoutables que ceux de l'île Jeju. Jin-woo, impassible, lui répondit que si cette mission réussissait, la guilde Jin deviendrait connue dans le monde entier. Mais en réalité, il était tourmenté. Il savait que sa famille s'inquiétait pour lui, et qu'il existait des êtres bien plus puissants encore. Il n'était pas un héros, juste un homme déterminé à aller plus loin. De retour chez lui, sa mère l'accueillit chaleureusement et lui prépara le dîner. Durant le repas, Jin-woo resta pensif, ruminant ses doutes à propos de Gina et du père de Jin-ho. Il sentait qu'un choix devait être fait. Il savait qu'il devait devenir plus fort. Quand il annonça à sa mère qu'il repartirait bientôt, elle lui répondit calmement que, même autrefois, son père abandonnait tout pour répondre à l'appel de l'association des chasseurs. Ces mots confortèrent Jin-woo dans sa décision. Après le repas, il entra dans la chambre de sa sœur. Assis près d'elle, il lui parla doucement. Il avoua qu'il avait souvent risqué sa vie, affronté la mort de nombreuses fois, sans jamais vraiment ressentir la peur. Gina, les larmes aux yeux, lui demanda s'il allait vraiment partir.
Jin-Woo la rassura d'une voix douce, promettant que, même s'ils étaient séparés, il serait toujours là pour la protéger. Le lendemain, l'association des chasseurs convoqua une grande conférence de presse. La salle débordait de journalistes et de caméras. Le président Go Geun-hye prit la parole en premier, rappelant la gravité de la situation. Puis, Jin-Woo monta sur l'estrade. Sa voix résonna dans toute la salle. La guilde Jin partirait pour le Japon afin de participer à la bataille contre la brèche de rang S. La conférence se termina sur une image symbolique, une poignée de main ferme entre Go Geun-hye et Jin-Woo. Peu après, à l'aéroport de Tokyo, Jin-Oh apparut, tirant derrière lui un sac énorme rempli d'équipements. À ses côtés, Jin-Woo avançait avec calme et assurance, son aura de chef irradiant dans chaque pas. Sans perdre de temps, la guilde Jin se rendit sur le champ de bataille. L'armée, débordée, s'efforçait d'évacuer les civils avant que les géants ne les atteignent. Au milieu du chaos, un vieil homme refusa de fuir, déterminé à sauver ceux encore piégés sous les décombres. Un soldat tenta de le convaincre, promettant de rester derrière pour aider les survivants. Soudain, un rugissement fendit l'air. Un géant surgit derrière les ruines, écrasant tout sur son passage. Les soldats ouvrirent le feu, mais leurs balles ricochèrent sur sa peau. L'un d'eux se jeta devant un civil, prêt à encaisser le coup. Mais avant que le monstre n'abatte sa main, un choc retentissant ébranla la terre. Le géant s'effondra. Dans un nuage de poussière, une ombre apparut, Igri, un soldat de l'ombre de Jin-Woo. Ce dernier avança calmement, ordonnant aux militaires d'évacuer les civils immédiatement. Mais le danger n'était pas terminé, les ruines menaçaient de s'écrouler. Jin-Oh, réactif, dressa une barrière pour protéger les survivants. Jetant un regard à Jin-Woo, il déclara qu'il s'occuperait des civils. Jin-Woo hocha la tête, son regard déjà fixé sur le géant qui se relevait lentement. Igri lança son trident, transperçant la jambe du monstre et le faisant vaciller. Profitant de l'ouverture, Jin-Woo bondit, courant le long du corps du géant. Arrivé à la hauteur de sa tête, il sauta, sa dague scintillant sous la lumière grise du ciel. D'un seul coup, il fendit le crâne du monstre en deux. Le corps s'effondra dans un fracas assourdissant. Très vite, la nouvelle du raid de Jin-Woo au Japon fit le tour du monde. En Amérique, les chasseurs réagirent avec stupeur. Certains admiraient son courage, d'autres doutaient de sa survie. L'un d'eux affirma même que trop de confiance menait toujours à une mort rapide. Très vite, les discussions se transformèrent en paris. Combien de temps Jin-Woo tiendrait-il? Mais alors qu'il riait, une voix grave s'éleva, celle de Thomas André. Avec un calme absolu, il déclara qu'il parierait le siège même de la guilde Scavenger sur la survie de Jin-Woo. Puis, tournant la tête vers ses subordonnés, il leur rappela que leur propre pays allait bientôt affronter une brèche. Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. Si le Japon est un jeu dangereux, alors l'Amérique promet d'être tout aussi divertissante. De retour au Japon, la bataille faisait toujours rage. Depuis un hélicoptère, les journalistes décrivaient en direct le chaos apocalyptique en contrebas. Sur le champ de bataille, Jin-Woo invoquait sans relâche ses créatures. Son armée d'ombre, composée de fourmis monstrueuses, se jetait férocement sur un monstre géant encore vivant et le dévorait sans pitié. Un peu plus loin, une jeune fille courait à perdre haleine, fuyant un monstre gigantesque dont la main colossale s'apprêtait à l'écraser. Alors que tout semblait perdu, une ombre sombre se déploya autour d'elle. En un instant, un œil apparut dans les ténèbres. Igri surgit et trancha le bras du monstre à la vitesse de l'éclair, sauvant la jeune fille dans un silence glaçant. Le monstre, tentant de se relever, fut pris par surprise lorsqu'Iron bondit par derrière et lui asséna un coup fatal. Sa tête bascula lourdement, entraînant son corps massif dans une chute brutale. Fier de son exploit, Iron se mit à célébrer sa victoire avec enthousiasme, tandis qu'Igri observait la scène avec incrédulité, visiblement déconcerté par le comportement excessif de son camarade. À distance, Jin-Woo suivait le combat avec un calme absolu. L'excitation débordante d'Iron, fraîchement promu, lui arracha même un léger amusement, un rare moment de légèreté au milieu du désastre. Peu après, un soldat japonais s'approcha de Jin-Woo pour le remercier. Incapable de comprendre la langue, Jin-Woo se contenta de lever le pouce en signe d'approbation, reconnaissant silencieusement le courage du soldat. Il demanda ensuite à Jin-Oh de l'escorter vers un endroit sûr. Une fois cette escouade devenue inutile enfin éloignée, Jin-Woo s'avança vers les cadavres des monstres géants. Il se préparait à les ramener à la vie pour les intégrer à son armée de l'ombre. Au centre de diffusion de l'association japonaise des chasseurs, l'annonce tomba, Jin-Woo avait réussi. Nagoya avait été libéré de l'emprise des monstres. En apprenant la nouvelle, Matsumoto resta stupéfait. Il se souvenait encore de sa rencontre avec Jin-Woo à l'aéroport, où il avait douté de ses capacités. À l'époque, il lui avait ordonné de défendre Osaka pendant qu'il partait demander l'aide d'autres pays.
convaincu qu'un seul chasseur ne pouvait affronter autant de monstres géants. Pourtant, Jinwoo avait refusé froidement toute assistance. Les cadres présents lors de cette décision étaient restés sans voix, écrasés par l'aura intimidante qui émanait de lui. Ce jour-là, Matsumoto comprit une chose essentielle. Jinwoo n'était pas un chasseur ordinaire. Son ambition était claire, anéantir tous les monstres géants par ses propres moyens. Sur le champ de bataille, Jinwoo poursuivait son œuvre. Il utilisait son pouvoir pour réanimer les monstres géants vaincus et les transformer en soldats de l'ombre, qu'il nomma un à un, du numéro 1 au numéro 5. Lorsque Beru arriva en annonçant avoir éliminé un nouvel ennemi, Jinwoo lui attribua immédiatement le numéro 6. Partout au Japon, l'armée de l'ombre poursuivait son avancée inexorable. Tusk déchaîna une violente explosion de flammes, pulvérisant la tête d'un monstre géant, tandis que d'autres chasseurs soutenaient le combat à l'aide de sorts puissants. Grâce à ses immenses réserves de mana, Jinwoo pouvait régénérer ses forces sans interruption, ne laissant aucune chance à ses ennemis. Mais malgré ses victoires, la menace n'était pas encore éradiquée. Partout dans le pays, d'innombrables portes montraient des signes d'ouverture. De nouveaux monstres envahissaient lentement les villes. Une semaine après le début de la catastrophe, Tokyo n'était plus qu'un champ de ruines. Les immeubles effondrés témoignaient de la violence de l'invasion. Jinwoo et Jino marchaient au milieu des décombres, profondément marqués par l'ampleur de la tragédie. C'est alors que Hanekawa les rejoignit. Jinwoo lui demanda immédiatement s'il restait d'autres chasseurs dans les environs. Hanekawa expliqua qu'il n'était pas seul. 16 chasseurs de rang S étaient actuellement déployés au Japon, venus de pays comme la Chine, le Canada, l'Inde, l'Angleterre ou encore la Russie. Les rapports faisaient état de 31 monstres géants apparus, dont l'un avait même traversé la mer en direction de la Chine. Grâce à l'intervention de Jinwoo, la majorité avait été éliminée, les autres étant pris en charge par son armée de l'ombre et les chasseurs restants. Jinwoo remercia Hanekawa, mais son attention se porta rapidement sur une menace bien plus imposante. Un monstre colossal, immobile devant une porte gigantesque. En observant la ville dévastée, Jinwoo eut une étrange sensation de déjà-vu. Cette situation lui rappelait ce qu'il avait vécu autrefois au château des démons. Il se demanda si tout cela n'était pas lié au système. Malheureusement, l'architecte du système étant mort, aucune réponse ne lui parvenait. Une chose était certaine, le pouvoir qu'il possédait était la seule chose capable d'empêcher de futures catastrophes. Ailleurs, Tawatada et Oshino réussirent à abattre un monstre géant avec l'aide de quelques soldats de l'ombre. Malgré leur victoire, Tawatada ressentait une profonde frustration. Elle n'arrivait pas à accepter qu'un ennemi qu'ils avaient tant peiné à vaincre ait été éliminé aussi facilement par les créatures de Jinwoo. Elle avait l'impression que leur rôle se limitait désormais à un simple nettoyage après le véritable combat. Asho tenta de la rassurer, lui rappelant qu'ils avaient malgré tout accompli leur devoir. De retour face au monstre colossal, Jinwoo sentit que le moment était venu d'agir. Ses soldats de l'ombre s'étaient déjà rassemblés autour de lui. Derrière lui, Tusk, Iron et Igri, ses 3 généraux, s'agenouillèrent, prêts à obéir aux ordres de leur roi. Hanekawa resta figée, stupéfaite par le nombre et l'aura écrasante de cette armée. Beru descendit du ciel et s'agenouilla à son tour devant Jinwoo. Observant ses troupes réunies, Jinwoo afficha un sourire satisfait. Beru, le seul capable de parler, exprima sa gratitude pour les paroles de son roi. Après avoir mis Jino et Hanekawa en sécurité, Jinwoo s'approcha du cadavre d'un monstre géant et prononça calmement un seul mot. « Lève-toi ». À cet ordre, le géant mort se releva et rejoignit les rangs de l'armée de l'ombre. Un silence pesant s'installa alors que tous fixaient le monstre colossal. D'un geste sec, Jinwoo donna l'ordre d'attaquer. En un instant, les soldats de l'ombre se ruèrent sur leur cible. Soudain, le monstre ouvrit les yeux et abattit son épée dans un coup dévastateur, anéantissant des centaines de soldats en une seule attaque. Jinwoo resta brièvement stupéfait face à une telle puissance. Comprenant que cet ennemi dépassait largement ses attentes, Tusk lança une attaque de feu, tandis que d'autres soldats tentaient de l'encercler. Mais le monstre bloqua la magie d'une main et faucha les ombres autour de lui avec son épée. Des centaines de guerriers d'ombre se jetèrent sur ses jambes, avant d'être écrasés par un simple coup de pied. Beru, furieux, voulut intervenir, mais Jinwoo l'arrêta, cherchant encore le point faible de la créature. En observant le combat, Jinwoo réalisa que le corps du monstre était protégé par une barrière de mana, mais que son visage semblait vulnérable. Il invoqua alors Kezel et chargea avec Igri. Beru attaqua depuis les airs, mais le monstre esquiva avec une agilité surprenante. Igri frappa avec son épée imprégnée de foudre, sans succès. Profitant d'une ouverture, Jinwoo activa sa furtivité et frappa directement le visage du monstre, déclenchant un cri de douleur. Beru enchaîna aussitôt, lacérant l'œil de la créature. Jinwoo activa alors l'autorité du souverain et invoqua une pluie de dagues qui s'abattit sans relâche. Au loin,
Anekawa observait la scène, incapable d'y croire. Ce n'était plus un combat entre un homme et un monstre, mais un affrontement entre deux calamités. Jino, tremblant, regardait sans détourner les yeux. Finalement, après une pluie d'attaques concentrée sur son œil, Beru transperça la blessure sans hésiter. Le monstre s'effondra lourdement. Les notifications système apparurent. Ennemi vaincu, niveau gagné. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Aucun message de fin de boss. Impossible de réanimer le cadavre. Jinwoo comprit que le raid n'était peut-être pas terminé. Il fit signe à Jino de rester en arrière. Et à cet instant précis, la porte derrière le monstre réagit. Une tempête d'énergie magique explosa, engloutissant tout sur son passage. Face à cette puissance inconnue, Jinwoo se réfugia instinctivement derrière Beru. Igri se dressa instantanément devant Jino, interceptant de plein fouet l'explosion d'énergie magique qui menaçait de l'engloutir. Au cœur de ce tumulte chaotique, Jinwoo sentit quelque chose d'anormal. Derrière lui, le corps sans vie d'un autre monstre géant était peu à peu aspiré par la porte, comme si celle-ci se nourrissait encore de mana. La pression magique qui régnait dans l'air était si écrasante qu'elle lui laissa une entaille nette sur le visage. À cet instant, il ordonna immédiatement à Jino de rester à l'extérieur, à l'abri. Et sans perdre une seconde, il franchit seul la porte, déterminé à découvrir ce qui s'y cachait. À l'intérieur, ce qui s'offrit à lui le laissa sans voix. Jinwoo se retrouva dans un immense couloir au plafond vertigineux, dont l'architecture rappelait celle d'un palais ancien, bâti par et pour des monstres géants. En avançant prudemment, il perçut soudain un murmure inquiétant. Beru lui souffla qu'un rire sinistre, moqueur, résonnait au fond du couloir. Jinwoo ressentit immédiatement la même sensation étrange. L'ennemi était conscient de sa présence, et s'en amusait. Plus il avançait, plus ce rire devenait clair, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin une silhouette enchaînée, immobile dans l'ombre. L'homme releva lentement la tête, se redressa et afficha un sourire provocateur. Il salua Jinwoo avec désinvolture, l'appelant « monarque ». Il le supplia ensuite de briser ses chaînes, affirmant qu'il détenait des informations cruciales sur les plans des dirigeants et qu'il devait avertir les autres monarques sans attendre. Pourtant, en observant Jinwoo de plus près, son expression changea brusquement. Visiblement troublé, il déclara que Jinwoo n'était pas le monarque qu'il croyait reconnaître. Intrigué, Jinwoo l'interrogea aussitôt et apprit que cet être avait été utilisé comme un simple outil par les dirigeants afin de préparer une guerre d'une ampleur inimaginable. L'homme se présenta alors, Legia, le monarque du commencement. Legia expliqua que les dirigeants étaient les ennemis jurés des monarques depuis des temps immémoriaux et qu'ils avaient désormais tourné leur regard vers la terre. Il proposa son aide à Jinwoo, à une seule condition, être libéré de ses chaînes. Méfiant, Jinwoo demanda comment il pouvait accorder sa confiance à un monstre de son rang. En réponse, Legia récita une incantation ancienne et activa une compétence rare, le serment de confiance. Une notification système apparut, indiquant que tant que le contrat serait actif, aucun des deux ne pourrait mentir à l'autre. Après un bref moment de réflexion, Jinwoo accepta l'accord, déclenchant immédiatement l'effet du serment. Legia précisa alors que, pour honorer sa part du marché, Jinwoo devait briser le sceau qui emprisonnait son véritable pouvoir. À peine eut-il accepté que le corps de Jinwoo réagit violemment, preuve qu'il ne pouvait plus dissimuler ses intentions. Comprenant l'importance de la situation, Jinwoo demanda pourquoi Legia, contrairement aux autres monstres, conservait une conscience claire. Legia expliqua que ces créatures étaient issues du monde du chaos, des vestiges d'êtres autrefois soumis par les dirigeants, dont la volonté avait été broyée au fil du temps. Lui, en tant que monarque, avait réussi à préserver sa rationalité malgré les siècles d'emprisonnement. Jinwoo posa alors la question qui le hantait. Pourquoi les dirigeants envoyaient-ils continuellement des monstres sur Terre pour massacrer les humains? Avec un sourire amer, Legia révéla la vérité. Leur objectif était de transformer la Terre en champ de bataille en la saturant de mana. Les humains voyaient les portes comme des catastrophes et le mana comme une bénédiction, sans savoir que cette énergie était la source même du désastre. Les monstres n'étaient que des réceptacles créés par les dirigeants pour imprégner la planète de mana et la préparer à la guerre finale. Tôt ou tard, la Terre deviendrait un enfer. Jinwoo comprit alors que ce conflit dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas d'une simple guerre, mais d'un affrontement éternel entre monarques et dirigeants, la Terre n'étant qu'un terrain sacrifié. Il demanda pourquoi il était devenu la cible des deux camps. Legia répondit que le pouvoir de Jinwoo ne lui appartenait pas à l'origine. Il symbolisait la trahison de son ancien propriétaire envers les monarques, faisant de Jinwoo un ennemi commun. Malgré tout, Legia jura de se battre à ses côtés et d'éliminer quiconque s'opposerait à lui, à condition d'être libéré. Jinwoo, le regard sombre, proposa alors que Legia rejoigne son armée de l'ombre s'il souhaitait réellement l'aider. Calmement, Legia expliqua que les monarques n'étaient que des esprits temporaires, et qu'une fois morts, ils ne pouvaient être réanimés. Il demanda alors à Jinwoo de couper les chaînes. Même envahi par un profond malaise,
Jinwoo s'approcha et confirma une dernière fois la loyauté de Legia. Celui-ci acquiesça. Jinwoo trancha une chaîne, mais s'arrêta brusquement pour poser une ultime question. Legia protégerait-il aussi l'humanité? Le silence qui suivit mit Jinwoo en alerte. Il remarqua alors un cristal de mana incrusté dans le dos de Legia. D'un ton glacial, il déclara que ce cristal prouvait qu'il pouvait être sous le contrôle des dirigeants, comme les autres monstres. La tension explosa. Jinwoo attaqua, mais Legia esquiva avec facilité et tenta de le transpercer. Le combat devint féroce. Fou de rage, Legia tenta de le dévorer, mais Jinwoo esquiva et porta un coup décisif qui le projeta au sol, complètement vaincu. Dans ces derniers instants, Legia avertit Jinwoo. Plus il tuerait de monstres, plus le monde se rapprocherait d'une guerre totale. Il espérait voir tout ce que Jinwoo protégeait réduit en cendres. Jinwoo le fixa sans trembler et déclara que ce futur n'adviendrait jamais. D'un mouvement net, il mit fin à sa vie. Une notification apparut. Le boss du donjon avait été vaincu. Le monarque du commencement faisait partie des 9 monarques. Incapable de le ressusciter, il récupéra le noyau de mana de Legia avant de quitter le donjon. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu.